On est avec Comlan Bocco, Julie Gauthier et Pierre Cadieux et on parle des taxes et des impôts. Bonjour, chers invités. Bonjour. Je sais que vous êtes versés dans l'art des taxes et des impôts. Peut-être qu'on va en apprendre un peu plus et qui sait qu'on peut-être fera-t-on des millions de dollars après l'émission. Commencerons un peu en parlant de ce que vous faites pour vous situer. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Ina? Ben, moi, je suis consultant en insolvabilité. Je me vois un peu comme un travailleur social hybride. Un travailleur social hybride. Dans le sens que, en faisant un travail social, je parle plus un peu des finances avec les gens. Ceux qui sont pris avec leurs dettes et tout. Je sais que mon métier n'est pas très apprécié dans la société. Quand tu dis, ben, je fais faire des faillites et des propositions de consommateurs, ben, je me présente un peu comme un travailleur social hybride. Ouais, ben il faut dire que là, c'est ça. C'est pas toi qui fais les faillites, en fait. Non. Étonnamment, tu accompagnes, en fait, dans un moment très difficile. Oui. C'est pour ça que, dans le fond, c'est un peu un travail social, si on veut. Je comprends. Exactement. Et de votre côté? Moi, ben, je m'appelle Pierre Cadieux, je suis professeur retraité de l'Université du Québec à Rimouski. Et comme professeur intervenant à la maîtrise en gestion de projet, bien sûr que les questions, je dirais, économiques, questions juridiques, les questions fiscales font toujours partie d'un processus quand on décide de lancer un projet ou pas. Ben oui. Donc, je m'intéresse à cette question-là. Donc, j'étais content de pouvoir contribuer un peu à cette discussion-là au cours de la journée. Et de votre côté, Mme Gauthier? Ben moi, j'ai une grande passion pour faire les budgets. Ah ben là, déjà, c'est spécial. C'est même pas une blague, j'adore faire les budgets. Ah oui? C'est une passion que j'ai, j'aime ça. Mais j'avais une grande terreur des impôts jusqu'à l'an passé. Mais pour revenir à ce que je fais dans la vie, j'ai plusieurs chapeaux. Puis je pense que pour la discussion actuelle, je dirais gestion de projet. Je suis conseillère en développement à l'UQAR. J'accompagne les chercheurs dans leur demande de subvention / leur budget. Ben oui, les réductions de compte aussi, ouais. Et aussi, j'ai eu, un chapeau, je dirais, de travailleur autonome, artiste aussi. Quand tu fais tes impôts, c'est un beau casse-tête. Oui, c'est sûr que là, c'est très différent. Ouais. Je te demanderais déjà en partant, c'est drôle parce qu'on commence un peu par la fin, mais comment est-ce que, à travers les taxes et les impôts, on peut se ramasser dans une situation plus difficile? Oui, c'est ça. Ben, comme elle disait Julie, c'est quand tu fais ta déclaration d'impôt, si elle est bien faite, on a deux facettes. Soit tu vas devoir payer des impôts ou des fois tu as un retour. Ben, des fois, des gens sont pris à ne sont plus capables de payer leurs impôts. Donc, c'est des dettes, mais dans notre jargon, on appelle, ce sont des dettes libérables. Tant qu'il n'y a pas de fraude, quelqu'un qui vient me voir pour dire, ben, j'abuse 20 000, 25 000 $ de dette. Je peux l'aider pour dire, ben, on va déposer un dossier de proposition consommateur auprès de Revenu Canada. On va prendre une entente. Tu ne vas pas payer la totalité des dettes, mais par contre, tu vas payer un certain montant sur une période X. Donc, c'est une entente. Moi, j'essaie d'intermédiaire entre les deux et on arrive là. Mais c'est sûr que l'autre côté, ça fera un impact dans ton dossier de crédit. OK. Donc, c'est ça. Parce qu'on a entendu au début que tu disais juste que tu n'allais pas payer l'entièreté de ta dette, mais ça vient avec... Oui, ça vient avec l'impact. Tu as une autre salle, comme on dit, dans ton dossier de crédit. Oui, OK. Donc, ce qui veut dire que R9, si tu vas voir un créancier un jour pour faire des prêts, il va faire une enquête de crédit, ben, il va s'en rendre compte que tu as eu à faire une faillite dans le passé ou une proposition de consommateur dans le passé. Mais comme on dit, c'est pas la fin du monde parce que tu peux refaire ton dossier de crédit du jour au lendemain. Comme je le dis, c'est comme des marches d'un escalier. OK, donc il faut y aller doucement et tu vas arriver un jour en haut. Étape par étape. Okay. Donc, c'est un accident de parcours. Donc, moi, j'interviens pour t'aider, une bouée de sauvetage et après, tu repars. Est-ce que dans ta pratique, c'est quelque chose de commun ou de fréquent que des gens se sont ramassés un peu dans la mélasse parce qu'ils n'avaient pas payé des impôts? Oui. Ah oui, c'est une des raisons fréquentes? Il y a beaucoup de gens parce que
l'État, si tu veux, ne met pas trop de pression pour que les gens fassent leur déclaration de revenus. Donc, il y a des gens qui sont venus dans mon bureau qui ont eu 5 années antérieures, qui n'ont pas fait leur déclaration. 5 ans sans faire des impôts. Ouais, OK. Donc, ça veut dire quand tu fais ta déclaration d'impôt, tu dis la 5e année, ben oui, les années antérieures, tu déclares tout, ben tu te retrouves avec une dette peut-être de 35 000, 40 000 ou 15 000. Ça dépend toujours de notre revenu. Julie disait tout à l'heure des travailleurs autonomes. Souvent, les travailleurs autonomes se retrouvent dans cette situation-là parce qu'ils ne font pas leur déclaration et donc ils ne font pas de compte provisionnel. Alors, quand l'année fiscale se termine, ils font leur rapport d'impôt, puis là, ils se rendent compte qu'ils ont un montant important à verser. Mais tout le monde doit payer de doit l'impôt. faire, oui. Puis les gens oublient, ils disent « Ah, mon comptable a été vraiment à la hauteur et cette année, je reçois un retour. » Savez-vous que, ça va pratiquement à 9 contribuables sur 10 qui reçoit un retour d'impôt en avril-mai parce que la table d'impôt est beaucoup plus élevée à la perception à chaque paye que ce que la table d'impôt prévoit au départ. OK. Donc, si les gens, mon collègue peut le dire, aussitôt que les gens font leur rapport d'impôt, 9 personnes sur 10 vont recevoir un retour. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont payé plus que ce que la table d'impôt a prévu. 9 personnes sur 10. Alors, moi, je ne fais pas partie des 9 Non, mais personnes. Peut-être tu gagnes trop. C'est ça, c'est sûr que je gagne trop. Ou des travailleurs autonomes. Tu es travailleur autonome, puis tu as Puis il y a une pas de année prélèvement à la intéressante, source. ou tu as eu un Exactement. salaire, ou tu as eu le travail de professionnel en parallèle, puis tu n'as pas fait de compte provisionnel. Ouais. Mais tu sais, on en revient au fait qu'il y a une lacune immense en éducation financière. Oui, tout à fait. Je dirais au Québec, mais peut-être au Canada. Mais c'est un tabou, l'argent, au Québec, là, depuis toujours, depuis longtemps. Puis ça fait qu'on ne s'informe pas. Puis moi, la première fois que j'ai reçu une bourse du Conseil des arts et des lettres du Canada de 20 000 personne ne m'avait dit qu'il fallait que je mette une partie de côté. Puis là, tu arrives au bout de l'année, tu dois 4 000 d'un coup. Pourquoi on ne le sait pas, ça? C'est vrai que c'est une drôle de question, mais la question que je posais au départ, à savoir, personne ne paie pas d'impôts, ce que je voulais dire justement, c'est que chaque personne vivant au Québec doit faire un rapport d'impôts et potentiellement, d'une certaine façon, avoir payé des impôts à l'intérieur de l'année. Au moins savoir un peu à quoi ça sert. Parce que si tu ne sais pas à quoi ça sert, tu n'as pas le goût d'en payer. Là. Exactement. Mais à quoi ça sert de payer des impôts? Bien, ça sert à redistribuer la richesse, qu'il y ait une certaine équité, en tout cas, entre les citoyens, puis à payer les services. Là. Tout le monde utilise les services, puis les gens très riches qui pourraient dire on paye trop d'impôts, mais ta richesse, tu l'as créée avec quoi? Des programmes subventionnés, une éducation pas chère, des soins de santé gratuits. Ah, c'est vrai qu'on oublie souvent l'envers de la médaille. C'est-à-dire qu'on est vite à pas aimer ça, évidemment, de faire enlever de l'argent. Sauf que d'un autre côté, on réalise pas que l'argent qu'on fait, même à tous les niveaux, qu'on soit travailleur autonome ou qu'on soit un professionnel, il y a une partie, en fait, qui est déjà venue nous aider, finalement, pour y arriver, là, puis qui provenait, finalement, des impôts. Ben, c'est pour ça que des fois, les gens disent qu'on paye beaucoup d'impôts au Québec, mais on oublie aussi les services de plus que l'on reçoit au Québec, qu'on ne reçoit pas dans d'autres provinces canadiennes. C'est pour ça que quand j'entends les gens dire « Ah, ben aux États-Unis, on paye moins d'impôts, etc. » Oui, mais j'ai dit, si vous avez des problèmes de santé aux États-Unis, vous allez voir que la castonguette, elle n'existe pas, la carte soleil n'existe pas. Oui. Nous, on va le payer, on va mutualiser les coûts d'ensemble pour vivre en société, mais ça a un coût. Tout n'est pas rose, barbe à papa. Oui, non, c'est clair. Tu sais, je pense qu'il y a aussi une notion de transparence, des fois, qu'on voudrait pour l'utilisation de ces fonds-là, mieux comprendre ce qui est fait avec ça. Puis, c'est terrorisant faire une déclaration d'impôt. C'est terrorisant, toi? Là, jusqu'à ce que ce soit moi qui fasse ma déclaration, je trouvais ça terrorisant. Tu t'es mis à le faire. Oui, parce que là, tu confies tes affaires à un comptable, puis tu te rappelles à toutes les 3 heures, il te manque un morceau, puis tu sais pas pourquoi il y a besoin de ça. Puis là, quand tu le fais toi-même, tu dis « Ah, c'est pour ça qu'il y a besoin de ça. » C'est vous, ce que je comprends, c'est que vous faites vos impôts depuis... Oui, moi, depuis que je suis très, très jeune, je fais mes rapports d'impôts, je fais celui de mes enfants aussi, puis de quelques amis ici et là. Ça fait des années que je fais ça. Mais c'est plus facile maintenant, là, tu sais, avec les oui, c'est ça. Mais logiciels. attention, les logiciels, oui, ça donne l'illusion d'être plus facile, mais ça ne répond pas aux questions de base. Pourquoi telle retenue? Pourquoi telle retenue? Pourquoi j'ai droit à ceci? Faut s'y intéresser. Les gens s'y intéressent pas. Ils disent, bon, c'est comme une obligation de le faire, mais tu le sais,
on le sait tous, il y a un paquet de programmes disponibles aux gens. Puis je suis sûr que tu as dû croiser ça dans ta pratique, puis toi aussi, Julie, dans ton sphère d'activité. Il y a beaucoup de possibilités d'avoir des subventions, de l'aide particulière, l'aide au logement. On en parle beaucoup. Il y a une aide au logement pour des gens qui vivent seuls, qui sont sur la solidarité sociale. Ça existe, mais il faut que tu fasses ton rapport d'impôt. Puis il y a beaucoup de ces gens-là qui ne le font pas. Les taxes, les impôts, blablabla, ça sonne plate. Mais c'est le fun. C'est comme une petite collection de factures que tu fais tout au long de l'année. Moi, quand j'ai commencé à être pigiste, je prenais toutes les factures. C'est comme, on va mettre ça sur mes impôts. Et là, je me suis rendu compte, les glissades d'eau, ça compte pas comme une dépense de job. Ouais, OK, c'est assez sévère, mais j'ai acheté un gun. Ça, je peux pas mettre ça sur mes impôts. Des implants fessiers, ça non plus. C'est comme, on va dire, est où la limite? Quand je travaille, je suis assis. Je suis assis sur quoi? Une chaise? La chaise, qu'est-ce qu'il y a par-dessus? Mes fesses. Pourquoi ça n'a pas rapport à job? Je vais accepter les règles, mais on dirait que j'aimerais ça les comprendre. Le tatou que j'ai en bas du dos, le dauphin qui dit Carpe diem, on va mettre ça sur mes impôts. Mon comptable, il dit non, ça n'a pas rapport. C'est qui, lui? Un dictateur? On dirait que je peux rien mettre. Il dit ouais, faut que ça ait rapport à job. Je suis comme ouais, mais à job, je mets des crop tops et les gens voient mon tatou. Là, il dit ouais, mais comment que ça a le rapport? Tu sais? Tout ça pour dire que c'est comme un peu compliqué d'essayer de trouver c'est quoi les bonnes affaires, c'est quoi les factures, faut que tu pognes. C'est comme un puzzle. Mais une fois que t'as décerné qu'est-ce qu'il faut que tu prennes, ben là, c'est plus facile. Mais bon, des bas avec des orteils séparés, ça n'a pas rapport non plus. Un autre des mythes qu'on a, c'est que quand tu es entrepreneur, c'est pas grave, tu passes ça sur les impôts. Ah non. C'est pas vrai, ça. C'est sûr que l'entrepreneur qui a un commerce de construction, il va l'acheter, le gros GM ou le Ford 150, parce qu'il peut le déduire. Puis on pense la même chose pour la personne qui utilise sa voiture personnelle, mais même sa voiture personnelle est limitée en termes du montant que tu peux déduire pour l'utilisation de la voiture. OK, c'est important. Il y a le plafond, là. Tu ne peux pas acheter une voiture de 90 000. Le plafond, je pense, c'est à 60 000 actuellement. OK. Donc, ça limite. Il y a un certain montant qui est acceptable. Il y a un certain montant qui est acceptable aussi en fonction de ce que tu fais. Parce que dans le fond, si je suis un grand écrivain, puis que je veux me payer un pick-up, par exemple, ben là, c'est plus difficilement justifiable. Ça dépend si tu as beaucoup de livres à vendre, puis tu as besoin d'un gros équipement, tes propres livres. Même du café, des fois, peuvent être en partie déductibles d'impôts. Du café? Parce que c'est une dépense de bureau. Tu sais. Donc, il y a plein de monde qui font leurs impôts comme travailleurs autonomes, qui oublient un paquet d'affaires, mais parce qu'on l'a pas, l'éducation financière. Et tu vois, il y a eu des scandales comme ça, des hommes d'affaires, femmes d'affaires, qui passaient leur abonnement au club de golf. Ouais. Puis là, l'impôt a décidé que ça dépend qu'est-ce que tu fais comme métier. Parce que le club de golf, on sait bien que c'est un réseau, mais certains frais sont c'est de la représentation. Les frais de représentation. C'est ça. Donc, même nos repas sont limités. Sur un repas, si je déclare 200 $ de repas par année, au Québec, c'est seulement 50 %. Puis payer un comptable pour le faire, c'est des frais. Oui, c'est cher. Mais il y a quand même des organismes pour ça qui sont là. Tu peux aller faire... Mais comme tu dis, c'est toujours une question de connaissance. Est-ce que la personne est au courant qu'elle peut aller quelque part pour qu'on fasse sa déclaration d'impôt gratuitement? Et c'est des organismes qui sont subventionnés par le fédéral. OK, ça existe, donc. Ça existe, oui. Je pense dans chaque municipalité, il y a des organismes. Les universités, les collèges, des étudiants aussi. Il y a des groupes d'étudiants en comptabilité surtout qui vont aider des gens de ce... Je pense que ça pourrait éventuellement peut-être être simplifié. Je sais que dans certains pays nordiques, tu reçois un texto qui dit-tu la même chose que l'année passée? Oui, on a pré-rempli votre demande. C'est-tu bon? Oui, non, oui, c'est réglé. Wow! Mais c'est drôle parce qu'on parle des règles, puis on disait que, tu sais, si on le sait pas, on le sait pas. Il y a un cas très précis où est-ce que, par exemple, les enfants qui pratiquent un sport, il y aurait, mais là, je l'ai appris tantôt quand tu avais une discussion, moi j'ai un enfant,
Puis je savais pas Les activités artistiques. que Ouais. des activités Ouais, c'est artistiques ça. rentrent là-dedans. Chaque année, il y a Ça des change. nouveaux Je crédits crois que chaque tu as année. jusqu'à un maximum de 500 $ à aller chercher en crédit d'impôt. Le fédéral t'aide à que tes enfants pratiquent ce que moi, j'aime pas dans ces règles. Je dis, Ouais. pourquoi juste des enfants? Alors qu'on pousse la société à dire, soyez plus actifs. Soyez en forme, oui. Ben, je veux m'inscrire aussi au gym. J'aimerais avoir ce crédit d'impôt. Oui, par rapport aux enfants, je dis c'est bien, même pas juste activité physique, mais il y a aussi côté loisirs ou culturel, des cours de piano. Mais faut-il encore avoir les moyens d'inscrire son enfant? C'est ça le Exactement. problème. Tu n'as pas à dire, je vous donne un crédit Ouais, d'impôt, ouais. mais il faut que tu le mettes d'avance, ce Ouais, pour les montant-là. garderies aussi, il faut avoir la Ouais, liquidité. faut- L'équité pour payer, Ouais. pour après ça avoir le crédit Le d'impôt que retour, tu vas ouais. peut-être oublier en arrêt. C'est quoi qui est mieux? Il faut-tu comme pas faire d'argent pour comme... Moi, j'ai un comptable Non, qui au m'a dit contraire. j'espère que tu vas payer plus d'impôts l'année prochaine. Ça veut dire que tu vas avoir une meilleure... Ah oui, un meilleur ben, revenu. un meilleur C'est revenu, ça, ok, ok. ça dépend comment on le voit. Quelqu'un peut dire, je sais pas, quelqu'un qui n'est pas ambitieuse. Il n'y a personne de non ambitieux dans la vie. Tu dis, oh, moi, je veux vivre en dessous d'une norme ou quelque chose. On aspire toujours à quelque chose de meilleur. Donc, plus tu aspires à quelque chose de meilleur, ben, tu mets les moyens, tu vas gagner plus. Mais tu as quelque chose d'intéressant. Il y a des gens systématiquement Oui. qui vont limiter leur revenu revenu. justement pour ne pas perdre des avantages. Comme quelqu'un qui est à la retraite peut retarder sa retraite pour avoir le supplément au revenu. Revenu, OK. Alors donc, il y a Tu des donnes gens... encore un cours cette année, même si tu es à la retraite. Oui, oui, oui. J'ai appris ça, ça fait longtemps que je fais ça, mais il y a des gens vraiment là, qui vont limiter leur revenu. OK. Comme un travailleur autonome, il pourrait faire en sorte de dire, s'il y a des contrats, dire donnez-moi pas ce montant-là maintenant. Est-ce qu'on peut retarder? Donc, ça qu'on appelle la fiscalité par caisse, c'est-à-dire plutôt que par facturation, tu dis je vais faire une comptabilité non pas d'exercice, mais par caisse. Donc, ça veut dire que quand je vais encaisser un montant, je vais déclarer ce revenu-là au moment où je l'encaisse. Mais si tu fais par exercice, tu dois déclarer que tu as un contrat que tu as signé le 15 novembre, puis c'est un contrat de 15 000 ou 20 000, bien là, tu vas t'imposer sur ça, mais tu peux dire non, moi, je fais ça par... J'attends, signez-moi le contrat après Noël, mais Julie, elle sait, dans le domaine de la recherche, il faut que ces sous-là soient dépensés à telle date, donc tu es compris. Mais il y a des gens systématiquement OK. qui jouent ce jeu-là. Il y a moyen... Ben, parce qu'ils sont au courant aussi. Parce que ça, Ouais, c'est ça, il y a- Comme ça revient à quelque chose C'est ça. d'éducation. Il y a moyen, donc, de se faire un prêt ou de s'économiser de l'argent Oui, en retardant certaines dépenses ou revenus, surtout certaines. sur 2, 3... Ça peut se faire. Ben, il faut que ce soit encore dans le raisonnable. OK. Quand l'impôt se mêle de ça, là, c'est le niveau de raisonnabilité. Est-ce que c'était raisonnable de... Pas un mot que je connais. C'est pas raisonnable. OK, J'ai dit, OK. regarde, on a une belle cave à vin derrière nous. Là. Je veux Ouais. dire, vous savez, pour moi, cette cave à vin-là, c'est une collection, etc. Puis non, je ne fais pas le commerce de tout ça. Je poserai une question. Mais parce que vous parlez, puis j'écoute, hein? C'est ça le problème, là. Ben, Là, je suis en c'est train bien de comprendre que d'écouter. tout l'argent que j'ai dépensé en vin dans ma vie, T'aurais pu le en tant passer. que professionnel, Ben Oui. aurait dû... Ah, ça me fâche Ben, tellement c'est ça à des chaque dépenses. fois quand les gens... Ben, surtout si tu- Je suis pas fâchée contre toi, mais je suis fâchée contre le fait qu'on n'a pas assez d'éducation Mais financière. c'est puis on- hallucinant, C'est vous pas comprenez l'impôt pas qui les va nous montants dire ça, là. de quoi qu'on parle. On parle Ben, je ne sais pas, quand les gens aussi disent je rentre en affaires, je deviens Ouais. un travailleur autonome ou travailleuse autonome, est-ce qu'il y a des coûts qui se donnent ou c'est du jour au lendemain? Tu peux il y a un partir flash? comme ça, là. C'est Puis ça tu sais, on aussi. le voit avec les influenceurs sur Oui, les réseaux oui, sociaux, ça, là. c'est une autre Lance, nouvelle puis- forme. Ils se Oui, lancent, ben, puis ils se rendent compte qu'au bout du compte, il y a des sous à payer. impôts il y à a des payer, soins, ouais, puis j'en des j'en dépenses croise à... pas mal ces Oui, temps-ci oui. Des comme dépenses à clients, compter des gens qui sont autoproclamés influenceurs ou influenceuses Ouais, ouais. sur les réseaux sociaux, mais tu as des déclarations à faire, mais c'est des gens, Ouais. Et ils ne pensent pas. ils pensent pas. Mais c'est ça, je dis, Là, Charles disait- il pense à tu sais, avant, mettons, tu es un influenceur, tu te fais payer une chambre d'hôtel à je sais Ah pas oui, combien. ça dépend. Avant, c'était en nature, tu n'avais pas à déclarer ça, mais là, il pense il va falloir que tu déclares dans ton revenu la valeur Ben oui, de parce que c'est un de avantage. ça. tout ce que tu reçois, y compris un cadeau quelconque, normalement, ça devrait faire partie de ta déclaration. Là, parce que Moi, c'est en autant que ça dépasse 100 en autant que ça dépense en dollars. Par cadeau?
par C'est cadeau. en fait plein de 99 pièces. Ouais, c'est ça. C'est Elle ça, connaît le monde des exactement. affaires. C'est comme ça que ça marche. C'est ça le monde des affaires. À Donne-moi vie. là 90 piastres qu'on oublie. C'est ça, Ouais, elle c'est dit à ça, tous nos c'est amis. correct. OK? Puis les fameux paliers d'imposition, là. Ouais. Bon, il y en a plusieurs qui disent, bon, de toute façon, moi, je fais 100 000, fait que ça, je suis imposé à 50 C'est ça. Mais c'est vraiment 50 du C'est revenu? 50 de l'excédent qui a dépassé, c'est 75 ou 80. Donc, c'est des paliers. Donc, c'est pour ça que les gens essaient d'être en dessous de la tranche qui fait en sorte qu'à la prochaine étape, ils vont en payer plus. Donc, il y a des gens qui vont dire, donnez-moi plutôt un revenu de 80 000. Puis des frais de déplacement. Non, ben, elle a raison. Donnez-moi 80 000 de salaire et donnez-moi certains avantages qui Plus feront en de jours sorte que de congé. un jour de congé, C'est ça. un petit voyage, quelque chose qui fera en sorte que je ne serai pas sur le palier supérieur. Wow! Fait que c'est drôle un peu parce que on gagne en tant que société, mais on perd un peu avec ces règles-là parce qu'il y a toujours. Puis là, je le sais que c'est pas correct, je dois te dire, là, mais il y a comme des moyens de contournement. Non, là. c'est pas des moyens. C'est un choix, je pense. C'est un choix. OK. C'est un choix. Quelqu'un qui ne veut pas gagner 100 000 pour se dire, comme on dit tout à l'heure, c'est la crainte de dire, est-ce que tu veux participer plus à ta communauté ou non? Ouais. C'est la question que je me pose. Donc, si j'ai la possibilité de gagner 120 000 et je dois payer plus d'impôts, Est-ce que c'est ça que je veux? Oui. est-ce que c'est ça que je veux? Et ça dépend de plusieurs personnes qui le voient autrement. Moi, personnellement, je peux dire oui parce que je vois le retour. Le fait de payer des impôts, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est imputable quelque part. Ça veut dire que je peux demander des comptes à un moment donné. Ouais. Ça me donne une sorte de pouvoir à ceux qui me gouvernent pour dire, écoutez, je paye mes impôts. Pourquoi il n'y a pas telle chose, telle chose, telle chose? Oui, je comprends. Puis excuse-moi, mais du côté employeur, c'est parce que là, on l'a du côté citoyen et salarié. Mais mettons, moi, qui gère des organismes culturels, là. Puis là, je suis contente. Une année, j'ai une subvention supplémentaire, puis je peux enfin augmenter mes employés qui ne font pas beaucoup d'argent à base. Là. Bien, je vais essayer que cet argent-là, il en reste le plus dans leur poche. Tu sais, je ne veux pas qu'ils augmentent de braquette d'impôts, puis finalement, tout l'argent que je donne en augmentation part en impôts. Tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il y a un impôt minimum aussi. Alors, même si on parle de tous ces petits trucs-là, là, il y a un impôt minimum pour tout le monde. Alors, même qu'il y a personne qui voudrait changer de palier d'imposition, bien, il y a un impôt minimum à payer. Puis ça, tous les gouvernements ont compris qu'à un moment donné, on joue sur ces règles-là. Ils ont dit non, il va y avoir un impôt minimum pour tout le monde. OK. Alors, même si tu dis, j'ai essayé de m'organiser pour être sur le même palier d'impôt différent, ils vont payer quand même l'impôt. Bien, quelqu'un qui doit de l'impôt, par exemple, il doit 50 000 $ d'impôt, qui a 50 000 $ d'impôt de dette. Mon travail, c'est de l'aider, trouver un arrangement pour qu'il ne paye pas la totalité. À un moment donné, en tant que citoyen, je peux me poser la question pour dire, tu n'as pas fait ta part. À un moment donné, quand tu as gagné ce montant, pour arriver à 50 000, il fallait payer tes impôts. Donc, cette personne ne participe pas, mais au même moment, on veut l'aider à reprendre le dessus. Il y a plusieurs personnes qui n'avaient pas fait leurs impôts depuis plusieurs années, mais avec la COVID puis les aides, mettons, tu n'as pas le 600 $ si tu ne l'as pas fait ton Puis là, tout d'un rapport coup, il y d'impôt. avait plein de rapports d'impôts. Ben, je me dis, là, c'est un incitatif. En tout cas, si tu ne l'as pas fait depuis plusieurs années, là, tu vois... Grâce à ça, il y a beaucoup qui ont fait des déclarations de revenus. Ils pensaient avoir ce montant, mais vu qu'ils devaient payer de l'impôt, ils n'ont pas eu cet argent. Ils l'ont T'étais endetté. T'es endetté, donc... Puis quand tu es en dette avec le gouvernement, là, inquiète-toi pas. Et t'oublies pas. Les petits morceaux que tu dois, là, ils vont te le couper. Des gens qui sont sur la solidarité sociale, qui ont une dette, ils vont leur enlever une partie pour rembourser la dette. Oui, c'est ça, il faut le savoir. C'est que mais quand tu fais une faillite, une proposition de consommateur, je peux l'enlever et tu vas retrouver... Pas de farce. Ah, c'est bon, ça? C'est vrai, oui. Mais non, c'est vrai, parce que c'est d'un côté, comme je dis, parce que c'est une interruption de procédure tout de suite. Parce que tu es sous la loi de l'insolvabilité. Oui, la loi fédérale, oui. Ouais, exactement. Donc, ce qui fait que quelqu'un qui doit de l'impôt et tu fais des retenues sur salaire, ben, quand je dépose un dossier, ben, l'interdiction saute. Donc, la personne va commencer à recevoir tout ce qu'il a comme aide auparavant, parce qu'il part à zéro. Mais le gouvernement demeure, dans le cas d'une faillite, le premier créancier. Non, pas nécessairement. Ah oui, il y a peut-être d'autres. Tu peux faire une faillite, une proposition de consommateur et tu ne dois pas payer d'impôt. Tu as d'autres créanciers comme les banques ou autre chose. Ouais.
OK, qui vont passer avant. Moi qui pensais devenir plus riche, en fait, je me sens comme un meilleur citoyen. Ben, on apprend des choses dans Hôtel Central. Merci beaucoup d'avoir participé à Ça fait cette plaisir. émission. Merci de l'invitation. Mon Dieu, qu'on serait plus riche si on n'avait pas les maudits impôts, hein? Ben, j'ai peut-être une escroquerie à te Une escroquerie à te partager. À me partager. Ya! Je veux te raconter l'histoire d'un gars qui voulait faire la palette, justement, en évitant toute autorité financière. Il s'appelle Charles Ponzi, puis il a créé la fameuse pyramide de Ponzi que bien des gens connaissent aujourd'hui, mais j'ai envie de vous parler de comment il a créé ça, en fait, d'où ça vient. Ben oui, c'est quoi ça? Charles Ponzi, c'est un gars qui s'appelle Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi. Pour le bien de la cause, on va l'appeler Ponzi. Oui, je pense que c'est plus clair. C'est un bandit italien qui est très connu pour avoir organisé un système économique élaboré sur une chaîne d'emprunts. Je t'explique. Ponzi, il arrive à Boston, 15 novembre 1903, à bord du SS Vancouver. Il avait 2,5 piastres dans ses poches quand il est arrivé à Boston. Il avait perdu toutes ses économies en jouant pendant la traversée de l'Atlantique. Il arrive à Boston, occupe plusieurs emplois. Il est notamment serveur dans un restaurant. Il se fait congédier parce qu'il a volé le restaurant. Tu sais, le gars, déjà là, ça va pas là. Ouais. Il marche pas droit, mettons. Pour faire plus d'argent, il décide de mettre sur pied un système qui est quand même simple en 1919. Ce qu'il faisait, c'est qu'il allait voir des gens puis il promettait aux investisseurs potentiels un intérêt de 100 en 90 jours seulement, ce qui est quand même beaucoup. Les profits devaient venir d'une spéculation sur les International Postal Reply Coupons, les coupons-réponses internationales. C'était des coupons-réponses qui permettaient en fait de faciliter les échanges postaux partout dans le monde. OK. Donc, lui, il allait spéculer là-dessus. Les intérêts qu'on versait aux investisseurs étaient prélevés sur les sommes placées par les autres investisseurs. C'était toute une affaire qui se tenait s'il y avait de plus en plus de gens qui embarquaient dans cette espèce de pyramide qu'il mettait sur place. Pour que les recettes continuent à couvrir les engagements, bien, il fallait une croissance des nouvelles inscriptions. Parce que là, dans le fond, c'est ça. Il ramassait un gros montant de cash. Ouais. Puis ça lui permettait de redistribuer un petit peu d'argent à ceux qui avaient dit au départ. Exact. Mais tout ceux après, bon, c'était plus sûr, là. Bien, c'est pour ça qu'il fallait tout le temps qu'il y ait de nouvelles personnes qui amenaient de l'argent dans sa pyramide de Ponzi. Dès que les inscriptions ralentissaient un peu, donc dès qu'il y avait moins d'investisseurs, on ne pouvait pas payer les intérêts, puis là, le système était à découvert, puis tout risquait de s'effondrer. Et c'est ce qui s'est passé en août 1920. 40 000 personnes avaient investi 15 millions de dollars. Aïe, aïe, aïe. Il y a seulement le tiers de cet argent-là qui a été redistribué. Fait qu'il y a bien des gens qui se sont fait flouer. Ponzi, il a été condamné à la prison jusqu'en 1934. À sa libération, donc là, il est toujours à Boston, aux États-Unis, il est expulsé vers l'Italie. Donc, il doit retourner chez lui. Là-bas, il va organiser d'autres arnaques à plus petite échelle. Mussolini, à l'époque, en Italie, lui a même offert un poste à la section financière du gouvernement italien. Oui. J'aime tout ça. Alors, lui, il a continué à exercer ses activités illégales, mais au sein du gouvernement. Il a fini par fuir vers le Brésil parce qu'il a compris que l'étau se resserrait autour de lui. Et là-bas, au Brésil, il a fini de rédiger son autobiographie « The Rise of Mr. Ponzi », qui a été publié en 1936. Il a passé les dernières années vraiment dans la pauvreté, ce monsieur-là. Il a travaillé occasionnellement comme traducteur, mais sa réputation était faite. Sa santé s'est beaucoup dégradée, crise cardiaque. Il est devenu presque complètement aveugle à un moment donné, jambes paralysées, bras paralysés. C'est comme si la vie le rattrapait un petit peu. Et il est mort dans un hôpital public à Rio de Janeiro. Mais quand même, le gars a laissé derrière lui tout un héritage, c'est-à-dire le nom d'un système d'escroquerie. Quand même, il a donné son nom à pire affaire. Mais tu sais, nous, là, mettons qu'on décède demain, notre nom va rester dans quoi? Ben, dans la célébrité grâce à Hôtel Central. Pour toi, oui. Ben, moi, pas toi, je suis riche. Ben non, voyons. Moi, j'ai donc, envie t'es la qu'on meilleure dise- chroniqueuse du monde. Ah bon? Tu dis ça à toutes ces dernières années? C'est ça.